Le gouvernement qui gouverne le mieux est celui qui gouverne le moins. Faux. Faux. L'État est une start-up. Faux. Emmanuel Macron est le meilleur président de la Ve République. Faux. Faux. Je m'appelle Maroun Edé, je suis normalien de formation et je suis auteur de l'ouvrage La destruction de l'État. Je pense que c'est essentiel de débattre sur ces questions-là, parce que pour moi, la question de la capacité d'action de l'État est la question la plus fondamentale. Les écoles de commerce permettent d'acheter un diplôme sans effort. De plus en plus vrai. Je ne sais pas. La justice n'est pas la même pour tous. Vrai. Vrai. La France est influencée par les États-Unis. Vrai. Vrai. Les étudiants de Sciences Po ont des convictions très marquées. Vrai. Vrai. Le secteur privé est plus compétitif que le secteur public. Il n'y a pas d'absolu. Oui, Faux. je ne sais pas répondre non plus. N'importe qui peut faire partie des élites. Non. Faux. Par définition, faux. Les Français sont contre l'État. Faux. Je dirais qu'ils sont contre une certaine forme de l'État. Je m'appelle Paul-Antoine Martin. J'ai travaillé donc pendant une quinzaine d'années dans un grand port maritime français. Et c'est de là que j'ai tiré, par l'observation que j'ai faite de la haute fonction publique que j'étais amené à côtoyer, mon livre Le clan des seigneurs. La fonction publique est aujourd'hui attractive. Faux. Trop d'État tue l'État. Vrai s'il s'agit de la bureaucratie. Vrai aussi s'il s'agit de la bureaucratie. Ouais. La méritocratie n'est plus qu'un fantasme. Vrai. Vrai. Toutes les élites se ressemblent. Vrai. De plus en plus vrai. Le secteur public est has-been. Faux. Je sais pas ce que ça veut dire, je dirais faux. Plus personne n'a de conviction aujourd'hui. Faux, je pense. Faux. L'État dépense beaucoup trop d'argent. Vrai, mais il faut voir pourquoi. Vrai, pas forcément au bon endroit. Les écoles de commerce ne devraient pas produire de dirigeants politiques. Faux. Faux. Les liens entre les dirigeants économiques et les dirigeants politiques sont une bonne chose pour la fluidité du pays. Il est nécessaire qu'il y ait une relation, effectivement. Après, une connivence, c'est autre chose. Disons vrai. La France est un pays socialiste par essence. Faux. Faux. On parle souvent du mot élite, qui est souvent utilisé un peu partout, beaucoup par des sphères complotistes, ou en tout cas catégorisées comme complotistes. Cette méfiance qu'on a du coup en fait de ces élites, de ce rapport entre peuple et élite, ça vient d'où? Il faut déjà distinguer peut-être les élites et les privilégiés. Je pense que élite, il y a un certain sens noble au terme de l'élite. Les privilégiés, c'est ceux qui, de fait, sont au-dessus et ont davantage de privilèges que les autres. Et en fait, les élites deviennent des privilégiés quand, et d'ailleurs, tu donnes toi-même cette définition, mais quand ils prennent plus au collectif que ce qu'ils rendent au collectif. Et je pense qu'il y a eu en France, on a confié, notamment au grand corps d'État, une large partie de l'intérêt général et des décisions d'intérêt général. Il y a eu, sur les dernières années, des mauvaises décisions, il y a eu des trahisons, il y a eu, on le voit notamment sur les fleurons industriels, on a perdu une large partie de nos fleurons industriels en 3 décennies, avec des personnes qui en ont bénéficié à titre individuel, alors que la collectivité a perdu, on n'a jamais reconnu les responsabilités. Et donc, mécaniquement, il y a une défiance croissante. Et tant qu'on ne reconnaît pas les responsabilités, on ne pourra pas reconstruire la confiance avec la population. Lors de l'écriture de mon livre, j'ai pu informer dans mon entourage, effectivement, le sujet de mon livre. Et à chaque fois, il m'a été répondu « c'est très courageux, est-ce que tu n'as pas peur ?» Et ce que j'ai mesuré, et ça n'a fait que se confirmer donc depuis la parution du livre, ce que j'ai constaté, c'est l'immense défiance des Français vis-à-vis de leur élite. Élite au pluriel, on va dire. On va dire élite, leurs dirigeants. Donc une immense défiance, à mon sens, qui a pour origine ou racine l'irresponsabilité et l'impunité. Et l'inexemplarité. On ne peut pas diriger, on ne peut pas faire nation, construire un pays avec une élite qui n'est pas exemplaire. Peut-être un exemple que je prends dans mon livre, c'est au moment de la vente d'Alstom à General Electric. En fait, bon, tout le monde y a perdu, évidemment, puisque c'était le cœur de ce qui faisait nos turbines nucléaires. Et la vente a été faite parce qu'il y a tout un ensemble d'élites politico-financières qui ont trouvé un intérêt. Donc, en fait, dans les commissions liées à la vente, il y a plus de 300 millions d'euros qui ont arrosé la place parisienne, banque d'affaires, cabinet de conseil, mais aussi au sein de l'État. Et je cite notamment le président de l'Agence des participations de l'État, dont l'objectif était de veiller sur Alstom pour l'État, qui a accéléré la vente en permettant à la banque américaine Merrill Lynch d'être sur le dossier. Et en échange, il a été recruté juste après au sein de Merrill Lynch comme partenaire. Merrill Lynch a pu gagner 40 millions d'euros en un week-end.
Et puis ensuite, Le Monde l'a interviewé. Et ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et il dit ouvertement, et l'article existe en ligne, il dit, pour gagner de l'argent, j'avais 53 ans, il était temps que je pense à mon avenir. Et donc, cela témoigne effectivement d'une certaine impunité, mais s'il le dit aussi ouvertement, c'est aussi parce que sans doute tout le monde autour de lui, ou en tout cas une large partie des personnes qu'il côtoie, pensent ainsi. Et donc, il se permet de le dire, il y a effectivement pas de conséquences par rapport à cela. Et donc, à partir du moment où on commence ainsi, évidemment, la confiance est rompue. Et je pense même qu'au niveau de l'élite, il y a consensus sur ce genre de paroles. Oui, mais dans ce cas-là, je comprends pas, parce que quand on regarde réellement les débats politiques depuis, allez, disons depuis 10-15 ans, donc en gros, Sarkozy, Hollande, Macron et Macron 2, il y a quand même des vrais débats. Je me rappelle du débat de 2012 entre Sarkozy et Hollande, vrai gros débat, énorme vote, en tout cas anti-sarkozyste, il y avait une grosse partie, Macron qui a été confirmé, mais avec une Marine Le Pen à plus de 40% au second tour. Il y a du débat de fond, il y a de la confrontation et de l'opposition. Qu'est-ce qui fait que dans cette opposition qu'on a sur les médias partout, et on se sent la politique clivée, on arrive à avoir un consensus des élites? Comment on a d'un côté des politiques qui débattent parfois très violemment, et de l'autre des élites qui seraient unies? Peut-être juste deux points. Le premier, c'est que on débat de plus en plus sur des faux problèmes ou sur des problèmes auxiliaires, c'est-à-dire qu'on monte certains sujets et on leur donne beaucoup d'importance médiatique, alors que les sujets essentiels, on n'y débat pas réellement. On le voit par exemple, là il n'y a pas longtemps, les médias ont beaucoup parlé du CAC 40 en disant que c'est très bien parce qu'on a des résultats, des dividendes exceptionnels et que l'économie va bien. Il n'y en a pas un seul qui a dit que le CAC 40, en réalité, majoritairement, ne nous appartient plus. Et qu'en l'espace de 15 ans, il a été vendu à des fonds étrangers, en particulier américains. Et donc là, sur ces sujets de fond, il n'y a pas eu une voix dissonante. Donc évidemment, il y a des débats sur d'autres sujets et on est en train de prendre la pente glissante dangereuse des sujets identitaires comme les États-Unis, hein, et c'est une pente dont on revient très difficilement. Mais disons que sur les sujets de fond socio-économiques, sur la gouvernance, il n'y a pas beaucoup de débats. Et le deuxième point, c'est que lorsque l'État devient impuissant, on peut débattre de ce qu'on veut. En fait, ça ne changera pas grand-chose. Et on le voit par exemple pour la transition écologique, énergétique. On peut débattre de tout. On peut débattre du quoi faire. Tant que l'on n'a pas reconstruit des capacités d'action réelles, le ministère de l'équipement, tant qu'on n'a pas d'ingénieurs au sein de l'État qui sont capables d'exécuter ce qu'on dit, en fait, dans le fond, on pourrait débattre de tout et n'importe quoi, ça ne changerait pas grand-chose. On le voit par exemple pour le nucléaire, on peut se dire on en veut plus, on en veut moins. La réalité, c'est que de toute façon, il y a 50 ans, ça avait de l'impact, puisqu'on savait construire 20 centrales nucléaires en 10 ans. Aujourd'hui, en 20 ans, on n'arrive pas à en terminer une. Donc en fait, que vous soyez pro ou contre le nucléaire, à court terme, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur le terme que je ne pense pas qu'il y ait de débat aujourd'hui. Il y a de la confrontation, il y a des échanges télévisés qui sont devenus du théâtre, et qui instrumentalisent la confrontation, qui jouent la confrontation avec des acteurs qui se sont choisis et qui sont d'accord pour faire le spectacle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc il n'y a pas de débat jamais sur le fond. Ça, c'est quasiment constant. Je me rappelle pas avoir vu de débat sur le fond, sauf sur des chaînes alternatives, comme les chaînes qui se créent aujourd'hui et dont le Crayon fait partie. Il n'y a que ces espaces-là aujourd'hui qui permettent des véritables confrontations d'idées, pour le coup, et non pas des confrontations de personnes qui vont se jeter des anathèmes, etc., ce qui n'apporte rien au débat démocratique. Ensuite, sur le fond, je pense qu'il y a une véritable ingénierie du débat pour justement supprimer toutes les questions qui fâchent, et qui fâchent finalement tous les candidats, ou tous les débatteurs, parce que ça peut être des sujets peut-être très complexes, ou des sujets sur lesquels ils savent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc on est sur une ingénierie du débat, une artificialisation du débat, parce qu'on assimile le débat à la démocratie. Donc c'est une façon de donner l'impression que la démocratie continue, parce qu'on a 2-3 personnes qui vont un soir parler, on croit l'une contre l'autre, ou échanger des idées. Mais quand on voit l'épaisseur des idées qui sont apportées, c'est littéralement affligeant, d'autant plus que aujourd'hui,
c'est avant tout des mensonges qui sont échangés. Donc ce ne sont plus des idées, c'est même plus un débat d'idées, c'est un débat de mensonges. Est-ce que tu as un exemple peut-être de 2-3 sujets sur lesquels aujourd'hui tous les candidats du RN jusqu'à la LFI en passant par Renaissance auraient justement en fait ce côté très coincé en se disant en fait ça les dérange tous ces questions-là. Est-ce que tu as quelques exemples de sujets? Eh bien, Maroun a commencé à évoquer la question de la gouvernance. Aujourd'hui, je crois qu'il serait bon d'évoquer en débat, dans ces débats-là, quel est aujourd'hui le pouvoir des dirigeants français, par exemple. Et quelle est leur marge de manœuvre. Mais ça, c'est un sujet qui n'est jamais évoqué. Quels sont les grands enjeux géopolitiques aujourd'hui? Quelle est la part de la France dans la géopolitique mondiale? Ou quelles sont les grandes influences qui pèsent sur la France aujourd'hui? Voilà. Ce débat-là aujourd'hui, il est complètement tronqué par une propagande anti-russe qui est risible si elle n'était pas aussi grave, quoi. Il y a aussi un autre point sur les débats, c'est que de plus en plus, les prises de décision se font en amont, dans des endroits clos auxquels les personnes n'ont pas accès. Et dans ces endroits-là, on parle librement. Et ensuite, en fait, une fois que la proposition de loi, par exemple, arrive au niveau de l'Assemblée, généralement, le gros est déjà fait. On ne sait pas toujours qui l'a écrit. Ça peut être au niveau la majorité qui réunit des groupes de travail, ça peut être des lobbies, ça peut être des cabinets de conseil, mais disons que ça se fait de plus en plus en amont, et donc on ne débat plus que derrière sur des points de détail. Et alors, je parle évidemment dans mon livre de la réforme de l'État, mais je cite par exemple le comité CAP 22 qui avait été réuni par Emmanuel Macron pour la réforme de l'État et des services publics, donc comment vont fonctionner demain notre école, nos hôpitaux, nos tribunaux. Et dedans, il y avait 43 personnes dans un cercle fermé. C'était dirigé par Ross McInnes, le PDG de Safran. Il y avait Monsieur Cirilli, le PDG de BlackRock France et la PDG de Nexity. Et dedans, il y avait des différents banquiers d'affaires, consultants, start-upers et ainsi de suite. 43 personnes qui vont décider sans concertation de comment vont fonctionner demain notre État et tous nos services publics. Et c'est une fois qu'ils sont tombés d'accord entre eux qu'il y a un document qui sort et sur lequel ensuite les syndicats ou autres sont appelés à apporter quelques modifications. Mais il s'impose assez largement comme une nécessité, puisque une fois qu'il sort, en fait, tout le monde, ou en tout cas tous les gens qui comptent, sont déjà d'accord sur son contenu. Donc il faut voir aussi à quel niveau se situe le débat, et plus vous amenez le débat en aval du processus de décision, moins il est utile, même s'il peut être tout aussi virulent. D'autant plus qu'il est accompagné, une fois que la proposition ou le texte est mis en débat, il est accompagné par une propagande de communication qui fait que il s'impose de lui-même, comme tu disais. Moi, je crois qu'il y a un autre élément encore qui fait que le débat existe de moins en moins, c'est qu'il y a une infantilisation de la population. C'est-à-dire qu'on a une élite, on va dire en général, qui ne croit plus dans l'intelligence collective, qui ne croit pas, en tout cas qui a une certitude d'avoir la raison et d'avoir les bonnes réponses aux questions, et qui ne va pas de fait écouter ce que la population pourrait avoir comme solution ou comme intelligence collective. Et de fait, on n'attend pas de la population, on n'attend absolument pas de la population qu'elle apporte quelque chose. Donc de toute façon, comme tu disais, les choses sont préparées à l'avance par un petit groupe. Et c'est le drame aujourd'hui de l'oligarchie en France. C'est effectivement cette préparation, cette dédémocratisation qui a toujours encore l'apparence d'une démocratie avec le droit de vote et avec des débats, des pseudo-débats organisés, mais les décisions sont déjà prises. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et c'est qu'ils n'ont pas compris, oui. Mais dans ce cas-là, je vous pose la question sur un exemple très précis. Parce que ce que vous dites, on peut très bien y voir par exemple la réforme des retraites qui a été très contestée en ce sens-là. De l'autre côté, il y avait plusieurs notes de synthèse qui ont été produites, notamment par le très controversé, mais par Dominique Strauss-Kahn, qui comme était patron du FMI, et qui avait lui-même dit que des parties de la réforme étaient absurdes, qu'en revanche, le recul d'âge du départ à la retraite était nécessaire d'un point de vue du système économique
liées globalement à la démographie. Est-ce que sur ce genre de choses, est-ce que peut-être que les gouvernants, je me fais l'avocat du diable, mais se demandent si jamais on fait confiance au peuple, est-ce que le peuple va pas toujours voter pour plus de 3 petits points qu'avec des mécanismes complexes comme la dette, on peut éponger jusqu'au moment où sera le prochain président, jusqu'au jour où on se prend le mur? Je vous pose la question. Je pense que vraiment il y a un certain nombre de choses, qui sont décidées, à l'avance, et qui sont essentiellement des réflexes. C'est-à-dire que ce soit une bonne idée, ou pas, elles sont prises, comme des réflexes. Je ne connais pas la note, de monsieur Strauss-Kahn, sur la réforme des retraites, donc j'aurais du mal à rebondir dessus. C'est vrai qu'il y a un problème de démographie, mais on peut le voir, aussi à plein de niveaux différents, y compris, même vous pouvez voir en amont, hein, l'âge auquel, les jeunes rentrent sur le marché de travail. Est-ce qu'on leur donne les bonnes formations? La question du chômage des seniors, la question des métiers difficiles. Enfin, il y a eu beaucoup de questions, qui ont été, soulevées, mais on poursuit, toujours dans la même direction. Il y a un autre exemple que je connais mieux, hein, donc je vais plutôt répondre dessus, mais je pense que c'est analogue, c'est la suppression des postes de fonctionnaires. On a décidé à un moment que, en fait, en supprimant des postes de fonctionnaires, l'État allait mieux fonctionner parce qu'il allait coûter, moins cher. La réalité, quand on fait un peu le bilan, c'est que au moins depuis 2007, la RGPP sous Sarkozy, on a toujours supprimé, là où c'était politiquement le plus facile et pas là où c'était nécessaire. C'est-à-dire pas dans les strates bureaucratiques ou managériales, mais sur le terrain. Les enseignants, on a supprimé, dans l'armée, on a supprimé dans la diplomatie et ainsi de suite. Et on continue aujourd'hui à faire pareil. Et donc, je vous donne un exemple, j'étais dans un groupe, de travail, hein, quasiment, au niveau ministériel. Enfin, on préparait une campagne et puis on dit, «Qu'est-ce qu'il faut faire, comme réforme de l'État?» Et puis quelqu'un dit, «Il faut supprimer, 120 000 postes de fonctionnaires». On lui demande: «Mais pourquoi?» Il dit: «Parce que c'est ce qu'on avait dit en 2017 et on l'a pas encore fait, alors il faut le faire maintenant». Et donc ensuite, on dit: «D'accord, pourquoi pas?» On essaye de prendre les différentes strates de l'État en disant: «Est-ce qu'on va supprimer dans l'école? Non, il y a déjà des pénuries de profs. Dans la police, on manque déjà de policiers, on a du mal à en recruter, ainsi de suite». Finalement, on n'a pas trouvé où est-ce qu'on peut en supprimer, mais il a été décidé de conserver la mesure dans le programme et on s'est dit: «Bah, en fait, une fois qu'on gagne, une fois qu'on arrive au pouvoir, on verra bien ce qu'on fait, mais c'est important de le dire». Et je pense qu'il y a ces slogans-là qui restent parce que cette petite élite, en fait, s'est convaincue depuis une trentaine d'années, ce cercle de la raison s'est convaincu que c'est ce qui est rationnel de faire, envers et contre tout. Et même quand, le réel, le dément, même quand l'expérience le dément, de toute manière, comme ils prennent pas la peine de regarder et qu'ils se mettent souvent aussi, à l'abri, des conséquences de leurs propres réformes, en fait, ça ne change pas grand-chose. Moi, je crois effectivement qu'on est dans la caractéristique d'une idéologie. C'est-à-dire que on va pas chercher à mesurer le réel ou même à améliorer les choses. On va chercher à décliner une idée, une politique. Et aujourd'hui, il y a effectivement une idéologie néolibérale qui existe et qui a complètement imprégné, infiltré les strates du pouvoir comme étant la seule réponse possible à la situation du marché aujourd'hui. Alors, la question était pourquoi ne pas faire confiance à la population, par exemple, sur la question des retraites. La population s'est opposée à cette réforme des retraites. Moi, je crois la population, elle peut parfaitement comprendre la question, les grands enjeux économiques, puisque si c'est bien expliqué et si c'est bien exprimé avec donc une pédagogie simple, sans arrière-pensée et sans idéologie et sans manipulation, la population comprendra. Cependant, la population aujourd'hui, comme je disais aujourd'hui, elle est dans une défiance absolument totale qui lui fait refuser tout ce qui va venir du sommet. Et je crois aujourd'hui qu'on est dans une société avec plusieurs strates qui ne sont plus vraiment liées les unes aux autres et qui glissent les unes sur les autres, avec une population qui se sent, en tout cas, qui n'est plus écoutée, qui n'est même plus sollicitée, qui a bien compris que le droit de vote aujourd'hui est plutôt décoratif que décisif. Et la population, en tout cas, a aussi le sentiment très clair, outre la défiance, des inégalités qui existent dans notre société. Et je me rappelle, moi, pendant la réforme des retraites, avoir interpellé régulièrement les hauts fonctionnaires qui étaient, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans les gouvernements, donc des hauts fonctionnaires issus
de grands corps d'État, et je les avais interpellés en leur demandant s'ils trouvaient juste que leurs années d'études soient comptabilisées dans les années travaillées. Bon, bien sûr, aucun ne m'a répondu, mais ça, c'est aussi un élément d'injustice par rapport à une grande majorité de personnes qui rentrent sur le marché du travail après avoir fait des études et qui ont devant elles, je ne sais plus, c'est 42 ans d'activité aujourd'hui, alors que c'est ce que je décris dans mon livre, dans Le Clan des Seigneurs, le personnage Ursi, haut fonctionnaire, à un moment donné répond, et cette anecdote se passe pendant la réforme des retraites, et lui répond de façon très tranquille, mais moi ça ne me touche pas, la réforme des retraites. Ça ne me concerne pas. Voilà. Donc là, il y a une inégalité, une injustice qui fait que la population ne peut que répondre en bloc, non, je refuse. Et ça conduit effectivement à des heurts et à une divergence progressive et de plus en plus dangereuse entre élite et population. Mais dans ce cas-là, et je rebondis un peu sur ce côté grande croyance qu'on qualifie de complotiste à raison ou à tort, j'en serai pas le juge. Mais globalement, il y a un triptyque qui ressort un petit peu de ça. C'est le triptyque World Economic Forum, donc Davos, BlackRock et Europe, en gros. Commission européenne notamment. Qu'en est-il réellement en fait de ce triptyque-là? Parce que on a l'impression qu'on en fait les coupables absolus de tout. Mais est-ce que c'est si organisé que ça? Est-ce qu'il y a autant de connivence? Est-ce que c'est tout le temps partout? Parce que mine de rien, pour prendre juste l'exemple du World Economic Forum et de Davos, j'ai pas l'impression que Elon Musk et Bill Gates aient exactement les mêmes intérêts ou même s'adorent. Est-ce que eux-mêmes, en fait, finalement, au sein de ces sphères élitistes que vous décrivez, il n'y a pas aussi une compétition entre ces sphères élitistes qui finalement, en fait, détruirait un peu cette vision clan des seigneurs, en fait? La dimension parfois hautement spéculative des théories du complot, je pense, est liée au fait que les gens se rendent compte que ça ne se décide plus à leur niveau. Les gens se rendent compte que ce qui est décidé va parfois à l'intérêt de à l'opposé de leurs intérêts et de plus en plus à l'opposé du bon sens. Et donc ils essayent de trouver des explications. Donc effectivement, il y a un certain nombre de puissances aujourd'hui, où il y a un certain nombre d'endroits où ça ne se joue plus à notre niveau, notamment parce qu'on a orchestré aussi le retrait de notre État, et la nature ayant horreur du vide, lorsque vous orchestrez le retrait de votre État, mécaniquement, vous allez avoir davantage d'influence dans votre pays de la part de firmes multinationales, de la part de fonds, de la part d'instances supranationales et ainsi de suite. Cependant, moi je me méfie toujours de ces boucs émissaires parce que ils sont aussi très pratiques pour détourner l'attention, souvent des véritables responsables, ou en tout cas pour donner une impression de nécessité à ce qui aurait pu être évité. Et c'est le cas notamment de l'Union européenne, où on se rend compte qu'en fait, il y a tout un ensemble de dirigeants français ou de hauts fonctionnaires qui font un excès de zèle par rapport à ce que Bruxelles exige vraiment. Et je détaille dans mon livre la déroute d'EDF et de l'énergie française par rapport au nucléaire, par rapport au fait qu'on subventionne des acteurs étrangers, qu'on a payé pendant longtemps un prix indexé sur le gaz allemand et ainsi de suite. Ce sont essentiellement des décisions françaises ou bien le fruit de renoncements français. Donc derrière, y compris d'ailleurs le 3% de déficit à Bruxelles, c'est initialement imposé par Bruxelles, c'est initialement une décision française qu'on a mise ensuite dans Bruxelles, et maintenant on dit « Ah mais on n'y peut rien, ça s'impose comme une nécessité parce que ça vient de Bruxelles ». C'est un point très important parce que si on en arrive au niveau global, on a l'impression qu'on ne peut rien changer parce que de toute façon c'est plus grand que nous. En fait, il y a tout un ensemble de personnes au sein de l'élite qui sont convaincues de cela et qui ont tout intérêt, même si c'est un jeu dangereux, à dire que derrière, c'est l'Union européenne qui impose, parce que comme ça, on ne peut pas les confronter sur leurs décisions. L'autre point, c'est au sein même des élites, bien sûr qu'il y a des frictions, bien sûr qu'il y a des divisions et qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et d'ailleurs, une partie de mon livre s'appelle « Coup d'État au sein des élites », où je montre comment on est passé progressivement d'une élite à l'autre, notamment des ingénieurs, de la République des ingénieurs, à celle des gestionnaires, et aujourd'hui à celle des communicants, avec des parcours différents, des formations différentes, et derrière une vision du monde différente, à la nuance près qu'il y a quand même une adhésion globale à une certaine idéologie qu'on peut qualifier de néolibérale ou une forme de New Public Management, ou en tout cas l'idée que, par exemple, l'État serait dépassé, que le privé serait intrinsèquement supérieur et qu'il faudrait aller vers le marché et ainsi de suite. Il y a quand même un consensus assez global dessus,
même si les façons d'y parvenir et l'ampleur du bouleversement, je pense qu'il y a des sujets de débat en interne dessus. Je dis en interne parce que ça sort souvent peu à l'extérieur. Le sujet complotiste m'intéresse, enfin un peu, parce que j'ai été traité de complotiste, moi, avec mon livre. Donc, C'est pour ça que je pose aussi la question et que je challenge le côté clan des seigneurs, évidemment. J'ai été traité de complotiste et de poujadiste. Voilà, donc j'ai eu 2 belles médailles. On pouvait reconnaître dans cet anathème de poujadiste l'envie de circuler, il n'y a rien à voir, on ne parle pas du sujet, restons dans le statu quo. Alors, pourquoi à mon avis, il y a autant de... Il y a ces sujets complotistes aujourd'hui, ou alors il y a ces mouvances complotistes, parce que je pense que le citoyen a envie de se réapproprier le débat, a envie de se réapproprier des idées, de refaire partie de quelque chose qu'il a perdu parce qu'il a déserté, ce que tu disais tout à l'heure de façon très, très claire. Il a déserté le champ des idées, il a déserté le champ du pouvoir, il s'engage peu et il a délégué finalement à diverses figures le champ du pouvoir. Aujourd'hui, il se rend compte que le théâtre français est plutôt un champ de ruines enfin en tout cas un champ qui a une bâtisse qui est en délabrement, et il a envie et ça c'est, je pense, extrêmement bon signe, de se réapproprier certains sujets. Alors il peut le faire de façon très maladroite, en idolâtrant certaines entités, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le World Economic Forum ou je ne sais trop lesquels. Il y a tout un tas effectivement de lubies qui peuvent se créer à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a un point positif, c'est qu'il y a une volonté de reprendre le débat, de réinstaurer un débat. Et je pense que toutes ces chaînes, finalement, aujourd'hui, que l'on voit, que l'épisode Covid a finalement, dont l'épisode Covid a accéléré la création, à mon avis, sont l'image de cette envie de débat. Et je pense que c'est très positif. Oh, je comprends, et nous on essaye à notre modeste échelle de justement créer un débat citoyen, essayer d'insuffler un nouveau souffle, de recevoir très largement de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par toutes les obédiences, justement dans ce but. Je fais un peu mon autopromo, m'en voulez pas. Mais du coup, je pose cette question parce que nous, de l'autre côté, on s'est créé dans une chambre d'étudiants comme un petit média de débat qui tourne avec des iPhones et des micros à 30 balles. Et aujourd'hui, on a reçu on a reçu la première ministre Elisabeth Borne, on a reçu l'ancien président François Hollande, on a reçu des leaders politiques comme Mathilde Panot, Jordan Bardella. J'ai pas eu l'impression à ce moment-là qu'on se soit pris vraiment des pressions d'État ou un plafond de verre, entre guillemets, une espèce de barrière pour pas qu'on y accède, en fait. Donc j'aimerais comprendre aussi comment ça se matérialise, y compris à l'échelle individuelle. Parce que tel que vous le décrivez, ça semble hors de portée collective, mais y compris hors de portée individuelle. Est-ce que c'est aussi vrai pour l'individu que pour le collectif, ce clan des seigneurs, cette impossibilité d'accéder au sommet? C'est-à-dire, pardon, quel est le lien entre le fait que vous ayez réussi à interviewer certaines personnes et la capacité de décider? On n'a pas senti ce blocage, on va dire, pour arriver à discuter avec littéralement les personnalités au premier plan de l'État. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune un peu motivé, peut-être que j'ai un biais du survivant, mais n'importe quel jeune un peu motivé pourrait rejoindre, entre guillemets, cette pseudo-élite. Est-ce que, du coup, c'est ce blocage collectif est-ce que ce blocage collectif, il est aussi vrai à l'échelle individuelle? Alors, il faut que le jeune soit motivé. Ça aide s'il a fait Polytechnique ou HEC. Ça aide s'il a fait l'ENA et qu'il est passé par McKinsey ou Sciences Po. Donc, oui, déjà, si vous voulez, il y a déjà deux points différents. Il y a le processus de décision et il y a le débat public. L'État est dual. Il y a le débat et puis ensuite la décision et l'exécution. Sur le débat, effectivement, les réseaux sociaux et notamment la belle réussite que constitue Le Crayon ou d'autres chaînes montrent qu'il y a une certaine vitalité, notamment et qui est nourrie justement par le fait que les gens voient plein d'effets dont les causes leur échappent de plus en plus. Donc il y a un besoin, une envie de comprendre de la part de la population pour se réapproprier leur citoyenneté. Est-ce que n'importe quel jeune un peu motivé aujourd'hui peut influencer la décision, la prise de décision à la marge du pays?
Je sais pas, mais je pense à des Camille Etienne, à des Assa Traoré, à des Geoffroy Lejeune, pour essayer de citer un peu toutes les obédiences, sans leur dire que ce qu'ils font est bien ou pas bien. Et ils ont quand même eu un impact significatif sur le paysage, ces trois personnalités-là, par exemple. L'engagement est très important. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, le système a quasiment, sur certains sujets, un autre moyen de se défendre que la censure. C'est plutôt le fait de laisser tout le monde parler. En fait, quand absolument toutes les opinions s'expriment de façon quasiment égale, vous neutralisez un peu tout et donc derrière, vous pouvez poursuivre dans la même direction. Et aussi, les jeunes sont assignés à résidence sur certains sujets. Moi, je parle de l'État. Je parle de la maîtrise de nos fleurons industriels. Je discutais avec un député de la majorité qui me dit « Mais ah bon, mais vous parlez de l'État à votre âge, vous parlez pas d'écologie ?» Bah, c'est justement, et ça c'est un problème. C'est-à-dire que l'écologie, bon, apparemment, les jeunes ont le droit d'en parler, puisque de toute manière, comme je disais, tant qu'on n'a pas les capacités d'action, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais sur les sujets qui comptent, c'est compliqué. On peut en parler tant qu'on n'a pas véritablement de pouvoir. Je pense que quand on commence à en avoir, et en fait, la rançon du succès, c'est le fait de se heurter à ce plafond de verre qui était invisible jusque-là et qui se matérialise précisément au moment où il commence à y avoir des frictions avec l'existant. Ouais, je crois, hein, pour rebondir sur la question, que si Crayon, effectivement, a eu accès à ces personnalités, c'est aussi parce que ces personnalités ont jugé bon que pour leur promotion, pour leur image, c'était aussi une bonne chose. Après, de peser sur le débat politique, de peser sur le débat public, c'est une autre chose. Et je crois, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, que les réponses sont déjà apportées. Qu'on autorise des discussions par moment, ça fait partie. D'ailleurs, il y a eu un superbe débat. Je me rappelle plus le nom. Là, Emmanuel Macron qui avait le grand débat. Alors, il y a eu le grand débat, mais ensuite il y a eu un débat avec 150 citoyens. Ah oui, conférence nationale sur le climat. La conférence, voilà. Ouais. Là, ça montre toute la profondeur de l'arnaque. Je parle d'arnaque, je suis un petit peu... Parce que derrière, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et il s'était engagé à appliquer, je crois, il avait dit au départ, pas les 150, mais il se réservait 2 ou 3 jokers. Donc 147 actions lancées. Et au final, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. On est dans de la com, on est dans de l'illusion. Et c'est aussi la marque de fabrique de cette élite, de faire semblant, c'est-à-dire je fais semblant de participer à un débat démocratique, je te donne l'illusion que tu vas pouvoir apporter ta pierre au débat politique, je te donne l'illusion que tu vas pouvoir discuter d'idées, mais c'est une illusion. Tu vas pouvoir voter, mais tu vas pouvoir voter pour des candidats qui sont déjà choisis. Donc on est dans quelque chose qui est illusoire, et je pense qu'on est dans une vaste manipulation qui existe aujourd'hui. Alors, c'est quand même, je mets un bémol, hein, c'est excessivement positif aussi de pouvoir avoir accès à ces personnalités et à les faire parler. D'ailleurs, on se rend compte que lorsqu'elles parlent en dehors, en fait, de l'ambiance politique, elles vont avoir un langage un peu plus libéré. Et là, on peut commencer à comprendre qu'elles ont une profondeur, en tout cas, de réflexion, pour certaines, qu'elles n'affichent pas dans le débat public habituellement. J'ai une question super intéressante, ce que vous racontez justement sur cette mécanique du débat et la manière dont justement ça se structure à l'échelle publique. Mais si je fais un peu le candide 2 minutes, est-ce que nos dirigeants politiques n'ont pas envie du bien de la France ? Quand on est élu ou quand on est même dans l'administration publique, les grands corps d'État, la haute fonction publique, est-ce qu'on n'a pas envie que la France réussisse ? Donc parce qu'il y a, dans ce que vous dites, il y a une question de compétence, ça on l'entend, mais je veux bien qu'on y revienne, mais il y a aussi une question d'intention. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des mauvaises intentions ? Parce que qu'on remette en question la compétence, on y reviendra après, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a aussi des mauvaises intentions ? Est-ce qu'ils ne souhaitent pas que la France réussisse ? Tous ces dirigeants, cet état profond parfois, comme on dit. Le premier point, c'est qu'est-ce que la France ? Ce que je veux dire par là, c'est que différentes personnes peuvent vouloir que leur définition de ce qui semble être bien réussisse. Derrière, ça correspond peut-être pas à la majorité. Et un des points
de cette surface de pouvoir qui se restreint à une élite politico-financière aujourd'hui essentiellement parisienne et de plus en plus fermée, c'est que quand bien même ils veulent bien faire, en fait, ils ne connaissent plus vraiment le pays. Donc derrière, ils peuvent bien prendre des décisions, comme ils n'en voient pas les conséquences, eux peuvent penser que ça va mieux fonctionner, mais en fait, ça fonctionne pas mieux. Quand on a la chance de pouvoir être à la fois sur le terrain et dans les discussions au sommet, moi, dans le cadre de mon enquête, j'ai eu la chance de faire ça plusieurs fois. On voit très bien que des décisions qui peuvent être prises pour de bonnes intentions ont en fait des effets tout à fait délétères. Mais comme derrière, on dévitalise le terrain, on se dit que finalement, l'opinion des personnes sur le terrain ne compte pas parce qu'ils vont prendre les mauvaises décisions, parce qu'ils ne sont pas éclairés. En fait, on poursuit dans l'erreur. Les mauvaises intentions peuvent exister. Elles peuvent exister. Comme dans toute crise, il y a des profiteurs de crise. Mais je pense que ce n'est pas là le cœur du problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je cite assez peu de personnes nommément dans mon livre, puisque l'important c'est d'analyser le système. Je ne pense pas forcément que d'autres auraient fait mieux qu'eux. C'est juste qu'on est dans un système qui préserve une élite qui est de plus en plus close, qui peut être connectée, mais plutôt connectée internationalement aux élites analogues des autres pays, et qui donc prend des décisions qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Il y a un problème encore plus profond, c'est qu'une petite élite détienne le pouvoir, ça a toujours été le cas. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il semble y avoir un consensus au sein de cette élite sur le fait que le modèle français est désuet, sur le fait qu'il est obsolète, sur le fait que le modèle étatique social français est quelque chose de ringard et qu'il faut en fait le dynamiser en imitant d'autres modèles. Donc là, quand bien même, si on part de ce postulat-là, quand bien même il serait doté des meilleures intentions du monde, le simple fait de vouloir dire il faut que la France se rapproche de plus en plus des États-Unis et puis tant pis, il y aura de la casse en chemin, mais l'intendance suivra et puis derrière, magiquement, il en ressortira quelque chose de mieux. Vous pouvez être doté des meilleures intentions du monde, vous n'allez pas y arriver. Et là, alors il y a un problème de la compétence. Une fois qu'on a décidé comment on exécute, et ça, on ne sait plus exécuter, mais il y a le problème plus fondamentalement de l'idéologie. Donc même sans présupposer de mauvaises intentions, et c'est toujours plus facile de juger les résultats que les intentions, donc bornons-nous aux résultats, le problème est déjà énorme. Oui. Je vais répondre à cette question sur un sujet moi, qui m'a tenu à cœur dans l'écriture du Clan des Seigneurs, puisque finalement, tout mon sujet tourne autour de ce point-là, c'est la notion de corporatisme. Et je me dis que si cette oligarchie avait le bien du pays comme comment dire, cap principal, on n'aurait pas aujourd'hui un corporatisme aussi important, aussi verrouillé. Et donc ce que je décris, c'est effectivement ce corporatisme qui va même jusqu'à aller contre le bien commun. Le corporatisme, de toute façon, ne peut pas converger avec le bien collectif d'un État. Il est forcément, puisqu'il vise son intérêt particulier, rarement on va avoir un intérêt particulier qui va se superposer avec l'intérêt collectif dans le cadre de l'État. Et ce que je vais donner un exemple. Ce qui m'a choqué récemment, j'ai failli écrire un texte sur le sujet. Ce qui m'a profondément choqué, c'est le point suivant. Emmanuel Macron, en 2019, suite au mouvement des Gilets jaunes, a fait une conférence de presse, je crois à la mi-avril 2019, dans laquelle il a exprimé, sans le dire tout à fait explicitement, mais c'était très clair, qu'il y avait un lien entre le mouvement des Gilets jaunes et la faillite de la haute fonction publique au regard de ses missions pour l'État. Et suite à ça, donc, il avait décidé la suppression des grands corps et il avait lancé une réforme de la haute fonction publique. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Donc un texte ou une proposition, je crois, a été écrite, a été rédigée, et l'ensemble des grands corps se sont levés contre ça. La partie administrative, on va dire, tous les grands corps issus de l'ENA, les 3 grands corps issus de l'ENA, finalement, ont dû trouver un intérêt
dans le ripollinage de l'ENA, maintenant appelé INSP. Et il était prévu aussi que les grands corps techniques rejoignent l'INSP. Reste que les deux grands corps techniques, eux, ont décidé de faire bande à part et ont décidé que la réforme de la haute fonction publique ne passerait pas par eux. Ils se sont donc opposés à la réforme et j'ai vu récemment donc le débat, les discussions sur cette réforme de la haute fonction publique qui est hautement nécessaire. Alors c'est vrai que quand on dit réforme, il faut savoir qu'est-ce qui est dans le texte, mais il est évident qu'il y a une refonte de la haute fonction publique, ou en tout cas de ses prérogatives et de ses privilèges, et de l'encadrement, par exemple, du pantouflage ou du rétro-pantouflage. Donc je précise pour les auditeurs, pantouflage, c'est le passage pour un haut fonctionnaire du public vers le privé. Le rétro-pantouflage, c'est le retour dans le public. Sachant que, dans tous les cas, le haut fonctionnaire qui fait ça ne perd rien, à la fois pour sa carrière dans la haute fonction publique et ne risque pas même un seul jour de chômage, puisque son retour dans la haute fonction publique lui est garanti. Et donc, j'ai été particulièrement choqué de voir des communiqués de presse, à la fois par l'association du corps des ponts et l'association du corps des mines, expliquant qu'ils avaient gagné. Et ils avaient gagné contre l'État, et donc désormais, la position prise par l'État, c'est un statu quo. Donc on reste avec exactement les mêmes positions pour ces deux grands corps-là, qui vont continuer à fonctionner comme ils fonctionnent depuis des années. Ils ont très bien fonctionné pendant des décennies et des décennies, et jusque dans les années 90, c'est un peu ce que j'exprime dans mon livre. Et puis, c'est ce que je décris aussi, ce corporatisme débridé qui, à la fois tenté par l'expérience privée grâce aux privatisations à partir des années 90, et aussi le privilège ils ont obtenu aujourd'hui un privilège qui est absolument délirant, c'est le privilège de l'impunité, de l'irresponsabilité. Voilà, donc j'ai été absolument choqué de voir ces deux grands corps d'État s'opposer à la réforme et de ne pas faire de propositions en face qui puissent, consister en une réforme de leur propre corps. Et donc, on a aujourd'hui, parmi la haute fonction publique, tout un tas de hauts dirigeants qui ont refusé violemment et fermement toute réforme, mais qui sont, dont leur prérogative, c'est de mettre en œuvre des réformes pour des fonctionnaires ou pour des citoyens, et des réformes qui ne les concernent pas eux-mêmes. Donc, il y a ici, dans cette façon de faire, à mon sens, une démonstration de l'inexemplarité au plus haut sommet de l'État, qui est absolument délétère, néfaste et mortifère pour l'État. Enfin, c'est absolument catastrophique à mon sens. Je pense que c'est une bonne idée sur une question aussi difficile de prendre des exemples comme tu le fais. Donc, je vais peut-être en prendre un ou deux pour voir un peu. En 2015, par exemple, au moment où la dernière étape du démantèlement d'Alcatel. Alcatel, c'était en tournant des années 2000, le numéro 1 mondial des télécommunications. La France était première mondiale sur tout ce qui est câbles sous-marins pour Internet. Un peu difficile de se dire ça aujourd'hui. Et donc, Alcatel, alors pourquoi Alcatel a été détruit? Initialement, donc, le PDG, Serge Turouk, Xpon, qui décide de transformer Alcatel en une entreprise sans usine. L'idée, c'est de se dire, toutes les unités productives d'Alcatel, on va les mettre en Chine, et donc on va faire augmenter les marges, et donc gagner plus d'argent, puisqu'on n'aura plus que la partie conception, et les Asiatiques produiront pour nous. Évidemment, l'entreprise s'est crachée, puisque c'est devenu une coquille vide. Les Chinois ont capté toute la technologie, ils ont alimenté Huawei, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux, et nous, on a perdu Alcatel. Idéologie, volonté de gain de court terme. Lorsqu'en 2015, on vend ce qui reste d'Alcatel à Nokia, il y a des voix qui s'élèvent en disant « mais il faut préserver ce qui reste de ce fleuron national ». Emmanuel Macron lui-même dit, qui était ministre de l'économie, non, il faut sortir de cette vision romantique qui consisterait à dire « parce que c'est une entreprise française, bloquons la fusion, défendons-la ». Donc, il pense comme ça. Idéologie. Il n'y a pas gagné grand-chose au fait de vendre Alcatel à Nokia, en tout cas de ce qu'on sait. C'est simplement, voilà, ça c'est de l'idéologie.
Il y a le court-termisme aussi qui a joué. C'est le cas de la privatisation des autoroutes. C'est le cas de lorsque dans les années 90... Je parlerai de la privatisation des autoroutes après. C'est un gros sujet, ça. Mais quand dans les années 90, par exemple, on vend Total, on privatise Total et une large partie est captée par des fonds américains qui sont encore aujourd'hui les premiers actionnaires de Total, personne n'était mal intentionné. Simplement, il y avait le budget, je crois, de 95 ou 96 qu'il fallait boucler. Et donc, il y avait un déficit annuel. Et donc, on s'est dit, on va prendre un actif national et on va le vendre. Ça va permettre de combler un déficit annuel, même si derrière, on a des pertes extrêmement importantes sur 30 ans. Et ça, c'est un court-termisme qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a décidé au lycée professionnel, à partir des années 90-2000, de fermer la majorité ou de ne pas investir dans les formations industrielles et techniques, parce que les machines, ça coûtait plus cher. Et donc, à la place, on a ouvert des formations qu'on appelle du tertiaire administratif, qui servent à rien. Des formations secrétariat, vente, etc., qui servent à rien parce qu'il n'y a plus de dactylo en France. Donc les secrétaires, de toute façon, dans ces formations-là, ils ont moins de 40% d'insertion professionnelle. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'à court terme, ça a permis des petits gains budgétaires, puisqu'on n'a pas investi dans des machines. Et donc, sur le déficit annuel, finalement, on y a gagné. À long terme, évidemment, l'État perd à tous les niveaux, puisqu'il y a des jeunes qu'on perd, il y a des entreprises qui ont des pénuries d'employés, et ainsi de suite. Donc, disons que la mauvaise intention, c'est souvent une forme de mauvaise foi ou un aveuglement plus ou moins volontaire par rapport à un intérêt de court terme qui est complètement contradictoire avec la décision qui serait prise sur long terme. Et c'était le rôle des grands corps d'État de garantir cette continuité du long terme par rapport aux soubresauts politiques inévitables du court terme. Mais à partir du moment où ils se sont eux-mêmes convertis à cette logique du court terme, forcément, le système explose en vol. Le système explose. Dans ce cas-là, et on reviendra sur les autoroutes après, si tu le veux bien, mais je voulais, dans ce cas, orienter la question sur la question des hommes. Des femmes d'ailleurs, mais des personnalités qui nous dirigent. De ce que vous nous dites, on sent une certaine forme il manque un capitaine et qui plus est un bon capitaine au volant ou à la barre du bateau. Mais de deux choses l'une. La première, c'est selon vous, Macron a l'air d'être un mauvais capitaine, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un bon capitaine ? Tout le monde dit 40 ans. Est-ce que c'est le tournant de la rigueur de Mitterrand qui marque le début de la fin des haricots ? Ou, deuxième chose, et ça m'intéresse que vous exploriez les deux sujets, est-ce qu'on n'est pas juste aussi en crise et à bout de souffle à la Ve République parce que la modernité asphyxie ce modèle-là encore plus en quinquennat ? Moi, je ne crois pas que ce soit une question de capitaine. Je ne crois pas à l'homme providentiel qui réglerait tout. C'est un point auquel je ne crois pas parce que ça déresponsabilise l'ensemble. Par contre... mais Ve République, du coup, pas bon modèle, mauvais modèle ? Avec la modernité telle qu'on la vit aujourd'hui, le culte de l'immédiateté c'est un modèle risqué parce que la Ve République nécessite effectivement une personnalité de très grande envergure. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, avec la forme que prend le débat public, la forme que prennent les questions essentielles qui se posent, je ne suis pas certain que la Ve République réponde. Alors, je suis loin d'être très, très aguerri sur le sujet, mais je suis pas certain qu'elle réponde vraiment au temps actuel. Pour répondre, en fait, pour revenir donc à la question, je ne crois pas que ce soit une question de capitaine, je crois que c'est une question d'éthique. Maroun évoquait tout à l'heure que les grands corps auraient dû être garde-fous sur des sujets comme ceux que l'on pouvait évoquer. Lorsque à ce niveau-là de l'État, à ce niveau-là de responsabilité, on ne prend pas en main effectivement cette mission. Moi, je pense qu'il y a un déficit d'éthique. Et il y a un déficit d'éthique qui s'est marqué avec l'envie de faire de l'argent à partir des années 90-95, grâce aux privatisations. Et cette envie de faire de l'argent a emporté énormément de choses sur les convictions des uns et des autres. Donc, je suis dubitatif vraiment sur la question du capitaine. Alors, c'est sûr que lorsqu'on a un mauvais capitaine, ça va moins bien que lorsqu'on en a un très bon. Bon, ça, c'est de la palissade. Mais lorsque le mauvais capitaine empêche les bonnes décisions ou
conduit la France dans des travers ou dans des qui vont peser sur ses finances pendant encore des décennies au vu des centaines de milliards de dettes que nous accumulons depuis quelques années, année après année. Oui, effectivement, le mauvais capitaine est certainement pas une solution. Mais je crois qu'avant tout, il y a une vraie question d'éthique. Et je me rappelle avoir vu un entretien avec Jean-Marc Sauvé, qui a été vice-président du Conseil d'État, grande figure de la haute fonction publique et grand serviteur de l'État, qui s'était effectivement particulièrement ému de l'absence d'éthique qu'il voyait dans la haute fonction publique et dans le système des pantouflages et rétro-pantouflages qui est largement accepté aujourd'hui. Et il a réintroduit à partir de 2013 des cours qu'il donnait lui-même, des cours d'éthique à l'ENA. Comme quoi il y avait une réelle nécessité. Je pense que c'est une question qui est absolument essentielle. Tu as employé le terme de risque. Je pense que c'est le bon. La Ve République est un système risqué. Au moment où De Gaulle le crée, il va vers le plus efficace. Celui, il a l'organisation militaire en tête. Et donc, pour résoudre ce problème des soubresauts politiques inhérents, pas seulement à la démocratie parlementaire, mais aussi à la démocratie semi-présidentielle, il crée les grands corps d'État et il met entre leurs mains l'intérêt général. Et donc, au début, ça a très bien fonctionné. Mais à partir du moment où le capitaine disparaît, et à partir du moment où ces grands corps-là eux-mêmes se convertissent à cette logique beaucoup plus financière, plus mondialiste, par opposition à la défense de la France, et à partir du moment surtout où la disparition de figures politiques fait que ce sont ces hauts fonctionnaires-là qui finalement se retrouvent en politique. Et donc c'est les administratifs qui désormais font de la politique, et puis aujourd'hui c'est les communicants. Mécaniquement, le système ne va pas fonctionner. J'aimerais juste... je t'interromps 2 secondes, après tu reprendras ton propos, mais juste le depuis 40 ans qu'on entend partout, c'est quand le depuis 40 ans? Alors, c'est quoi un peu la date du début de nos emmerdes, si vous avez l'expression? 83 et 86, je pense. 83, c'est le début... Alors, vous me direz, il y avait déjà Giscard, mais c'est une génération différente. Certes, Giscard était un ex-énarque, mais c'est pas tout à fait la même génération. Et puis, il y avait encore l'héritage du gaullisme, qui sont des gens dont la connaissance du terrain n'est pas à remettre en question. C'est le tournant des années 80, avec la convergence de beaucoup de phénomènes. Il y a la financiarisation de l'économie, il y a le tournant régano-thatchérien qui commence à venir en France à partir de 86, les grandes privatisations. D'abord en réaction, évidemment, en nationalisation, mais on est allé beaucoup plus loin. Et 83 marque aussi le moment où cette haute fonction publique, où les premières promos de l'ENA, désormais prennent le pouvoir, où il y a un vide de pouvoir laissé par le fait que les anciens ingénieurs et les polytechniciens vont aller de plus en plus massivement dans la finance, ou en tout cas dans le privé, et donc se met en place un pouvoir dans lequel c'est principalement ces énarques qui vont commencer à dominer. Et à partir des années 90, il y a eu un consensus assez global qui a été fait autour de quelques mots d'ordre qui ont survécu de façon remarquable au-delà des alternances de façade, qui sont la soumission des services publics aux impératifs de rentabilité, les privatisations, les externalisations, la libéralisation européenne et ainsi de suite. Et donc, on en est là aujourd'hui. L'objectif, c'était ils nous promettaient dans l'État plus efficace et moins coûteux. Bon, aujourd'hui, on a exactement l'inverse. Ça, c'est le point de départ de mon livre. Efficace et coûteux, c'est ça? Exactement. Depuis qu'on a dit qu'il fallait supprimer des postes de fonctionnaires, il y a 20 ans, on est passé de 4,6 millions à 5,7 millions de fonctionnaires. Ça, il faut garder à l'esprit. Pour revenir sur le point de l'homme providentiel, effectivement, en France, on attend un peu trop un homme providentiel. Mais je pense, là, il y a un petit point de désaccord. Je pense que le capitaine du navire compte beaucoup. J'en veux pour exemple ce qu'on appelle la bureaucratie ou la lourdeur bureaucratique. On la ramène à un nombre de fonctionnaires. On dit oui, l'État est trop bureaucratique parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Là, il y a un point intéressant parce que le ministère de l'équipement dans les années 60-70, qui est le ministère à qui on doit nos ponts, nos routes, nos ports, une partie de nos centrales nucléaires, nos stations hivernales et balnéaires, fonctionnait plutôt bien sous De Gaulle, alors qu'il y avait environ 150 000 fonctionnaires. Simplement, le ministère était en ordre de marche et le capitaine lui donnait une finalité claire avec des obligations de résultat. Donc ça marchait. Aujourd'hui, son héritier, qui est le ministère de la Transition écologique et énergétique, a environ 50 à 60 000 fonctionnaires, donc 3 fois moins.
Mais il est beaucoup plus bureaucratique, parce que comme on lui demande de rien faire, c'est essentiellement des gens qui écrivent des rapports, qui noircissent du papier, qui font de la com, mais derrière, rien ne se fait. Donc c'est plutôt la présence ou non d'une volonté politique qui détermine le niveau de bureaucratie d'une institution, plutôt que le nombre de fonctionnaires. Et le deuxième point, c'est que lorsque vous n'avez plus de volonté politique, mécaniquement, la vie des institutions fait que la finalité de l'institution devient uniquement sa propre perpétuation. Oui. Quand vous n'avez plus une finalité externe, quand le but c'est de construire un pont ou le viaduc de Millau, qui est une des dernières grandes réalisations du ministère de l'Équipement, commencé en 86, terminé en 2004, le viaduc de Millau, là vous avez un résultat clair, donc vous avez derrière une obligation de résultat. Si jamais vous avez des gens qui sont pas bons, qui font des erreurs, le truc s'effondre. À partir du moment où vous n'avez plus de volonté politique, mécaniquement, ces personnes-là vont viser à leur propre perpétuation. Le premier corps qui a subi ça, c'est le corps des mines, puisque ça fait assez longtemps qu'il n'y a plus de mines en France. Et donc, ils se sont mués d'un corps au service d'une certaine exécution, de l'exécution d'une politique, en une forme de syndicat d'élite qui vise à défendre ses intérêts. Le corps des ponts, c'est plus difficile parce qu'on a eu besoin d'eux jusqu'à plus récemment. Donc, en fait, il y a eu un peu des deux, mais je pense que ça vient beaucoup de là. Et alors, pour revenir sur Emmanuel Macron, je ne pense pas que ça soit le plus mauvais d'entre eux. Simplement, c'est plus visible pour Emmanuel Macron parce qu'il essaye de gouverner comme à l'époque du général de Gaulle, en attendant que l'intendance ne suive. Mais l'intendance ne suit plus parce qu'il n'y a plus d'intendance. Et donc, Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Je pense malheureusement qu'il croit dans certains des plans qu'il lance. Simplement, il n'y a plus personne qui suit parce que les gens en face... en fait, il n'y a plus... L'hypocrisie, ou en tout cas la contradiction, c'est que par ailleurs, il continue à démanteler les capacités d'action de l'État, à rendre la fonction publique toujours moins attractive. Et donc, en fait, il sabote la branche sur laquelle il est assis. Mais on le voit très bien sur... C'était assez marquant il y a un an, au mois de mai, il me semble, où il nous a fait 1 à 2 plans par semaine. Par semaine, pendant un mois. On a eu le plan France 2030, le plan Santé 2030, le plan lycée professionnel, le plan sur la mobilité énergétique, etc. Sur la planification écologique, bien sûr. Et puis derrière, rien n'a suivi. Et là, la différence, c'est qu'il arrive au bout de 30 à 40 ans de fragilisation de l'État, de perte des compétences, de perte de savoir-faire, tant au niveau de la maîtrise d'ouvrage que jusqu'au dernier technicien. Donc toute la chaîne, on ne sait plus faire. Et donc, on se retrouve avec la contradiction où, en 66, quand on lance le plan du TGV, parce qu'on est en train de se faire complètement dépasser par l'avion, l'automobile, mais aussi par les Japonais, la SNCF est très en retard. 5 ans plus tard, vous avez le premier TGV qui roule et qui explose le record japonais. Pourquoi ? Parce qu'on avait des ingénieurs au sein de l'État, on avait une administration en ordre de marche, on avait des centres de recherche et développement dans lesquels la 4e République avait déjà investi pendant 10-15 ans. Et donc, ça fonctionnait. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron veut lancer l'équivalent, de toute manière, ça ne va pas marcher parce que tant qu'il ne se soucie pas du fait de rebâtir l'État et nos capacités d'action, pire encore, tant qu'il continue à les démanteler, il peut très bien annoncer des objectifs toujours plus ambitieux, ils vont sonner creux puisque derrière, il n'y aura aucun résultat. C'est vrai, mais le président ne fait pas tout non plus. Je vais donner un exemple que je connais bien dans le maritime, dans les grands ports français. J'ai découvert il y a quelques jours un article qui m'a stupéfait dans la Tribune, où les directeurs généraux des grands ports français, donc ils sont tous corps des ponts, tous très hauts fonctionnaires, ont décidé, alors je pense en accord avec le ministère, j'imagine, ont décidé que l'indicateur tonnage des ports n'était plus un indicateur à suivre et qu'il fallait parler désormais seulement de transition écologique. Donc on va être le seul pays au monde à avoir des ports qui n'auront pas l'indicateur tonnage pour se comparer, pour montrer un développement, etc. Ce qui veut dire que je casse le thermomètre et on ne voit pas à quel point j'ai pas de vision, je n'ai plus de compétences. Comme tu disais, il y a tout un tas de pertes de compétences. Mais compétences, pourquoi ? Pourquoi il y a de la perte de compétences ? Parce qu'il y a un tel corporatisme aujourd'hui qui fait que à tel poste, il doit être nommé soit un corps des mines, soit un énarque de la Cour des comptes, soit un corps des ponts. Et on se fiche complètement de savoir quelle est son expérience, quelle est sa qualité personnelle, de manager ou pas, quelle est sa compétence en termes de vision stratégique. Et donc, on parachute un homme ou une femme qui, parce qu'il a le diplôme, de toute façon, est légitime pour prendre le poste. Et ça s'est tellement développé, à mon sens, dans toute l'administration. En tout cas, je l'ai vu à la fois je l'ai vu de façon générale dans le transport,
et en particulier dans tout ce qui est maritime, portuaire, que c'est tellement flagrant. On voit des gens qui arrivent, qui n'ont aucune expérience de l'opérationnel, aucune expérience du commercial, aucune expérience stratégique, et ils se retrouvent à piloter un port sans même parler anglais. Voilà. Et donc, on ne peut pas obtenir de bons résultats dans des conditions comme ça. Donc, il y a comment dire, l'articulation entre même la volonté politique qui pourrait exister, parce que Emmanuel Macron a formulé une volonté politique qui est de renforcer les secteurs industriels que pilote l'État. Mais même malgré ça, le corporatisme, qui est aujourd'hui le corporatisme des grands corps, qui est plus fort que le pouvoir du président, fait en sorte que, non, de toute façon, même s'il décide d'imposer un changement de nomination, il n'aura pas lieu. J'en veux aussi pour preuve, alors, je me méfie parce que il sait aussi dire beaucoup de choses et faire son contraire, mais lors du grand raout maritime qui est en France tous les ans, qui s'appelle les Assises de l'économie de la mer et qui a eu lieu à Nantes en novembre dernier, j'ai eu la surprise qu'il fasse une discrète référence à mon livre. Donc ça veut dire qu'il l'a lu. Je pense que d'autres, je pense qu'à Matignon, ça a été lu aussi. Et il a fait une référence au ce sens où il s'est adressé à l'ensemble des dirigeants portuaires et du maritime en leur disant « Vous avez tout raté depuis 40 ans ». Effectivement, la France n'a pas gagné une tonne de transit de marchandises depuis les années 80. Donc c'est quand même impressionnant, malgré des dizaines de milliards d'euros d'investissement pour justifier justement du développement de transit de marchandises, en import ou en export de ports français, pendant qu'en même temps, le commerce maritime mondial s'est accru de 230%. Donc c'est un échec considérable. Et bien malgré ça, ce sont des corps d'éperons qui sont aujourd'hui de nouveau nommés dans les ports. Donc ils sont plus forts. Et manifestement, il peut rien faire. J'ai deux questions avant de terminer ce débat. La première question, c'est j'aimerais que vous me citiez une ou plusieurs personnalités qui, selon vous, vont dans le bon sens. Je parle évidemment de personnalités politiques, élues, non élues, mais en tout cas vraiment politiciennes, comme on aime dire, qui vous inspirent peut-être un peu plus de confiance ou un peu plus de compétences. Ça peut être même y compris des gens peu connus, mais des gens que vous voyez potentiellement comme au-dessus de la moyenne que vous critiquez. Malheureusement, ce sont en général des personnalités qu'on ne voit pas. Personnalité politique, c'est ça? La question, c'est politique? Politique et en gros tout ce qui va toucher autour de la politique, des gens qui pourraient un jour être élus. Donc pas forcément des gens qui sont déjà élus, mais des gens qui pourraient être élus. Est-ce qu'un François Ruffin, est-ce qu'un David Lisnard C'est pas forcément, et comme le disait Maroun en début de débat, c'est pas forcément une question de personnalité, c'est une question de système. L'excellente personnalité qui avant d'entrer dans le système ou de devoir se fondre dans le système, l'excellente personnalité pourrait effectivement avoir un véritable rayonnement ou en tout cas montrer des envies d'action ou des idées neuves ou des idées qui peuvent être extrêmement séduisantes. Ensuite, une fois rentré dans le système politique avec les injonctions auxquelles elle doit répondre, à mon avis, la personnalité est digérée par le système. Donc je ne sais pas répondre vraiment à cette question-là. Effectivement, moi, il y a des personnalités qui me séduisent, mais elles ne sont pas vraiment... Elles sont périphériques au système aujourd'hui. Elles ne sont pas dedans. Voilà, T'as un ou deux noms à citer ou tu préfères même pas? Tu as cité François Ruffin. Moi, c'est effectivement une personnalité que je trouve intéressante. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait donner une fois rentré dans le système et je veux dire dans le système politique. Là, je considère qu'il est plutôt en périphérie du système politique. S'il rentre vraiment au cœur,
à mon avis, il aura du mal à faire différemment des autres. Après, je vais peut-être revenir à une personnalité peut-être un peu plus historique, on va dire. La première que je pourrais avoir en tête, mais il est hors d'âge aujourd'hui, hein. J'aurais pensé à Chevènement, par exemple. Moi, j'ai eu une belle surprise en publiant mon livre, c'est de me rendre compte de la quantité de personnes qui partagent cette vision, mais c'est souvent de façon éclatée. Ça veut dire que il y en a beaucoup, mais chacun se sent un peu seul de son côté, et je pense qu'on peut gagner beaucoup en les réunissant pour justement forger une véritable plateforme pour la reconstruction de l'État, de nos capacités d'action collective, de notre industrie, dont pourra se saisir peut-être quelqu'un qui veut en être une incarnation. C'est un peu pareil, je pense, au niveau politique. Ça veut dire que je peux citer des noms. Oui, Chevènement est bien. Sur l'industrie, par exemple, Montebourg est bien, Olivier Marleix sont bien, mais sur d'autres sujets, pas nécessairement. Sur le service public ou l'hôpital. Je sais que Gaspard Koenig tient un discours très similaire sur la question de on est passé à des ingénieurs, puis à des gestionnaires, puis à des communicants. Alors, il a écrit une tribune sur Sciences Po, effectivement, qui va dans ce sens. Mais alors, moi, je raconte un peu l'inverse de Gaspard Koenig. Okay. Dans le sens où on fait exactement le même constat du dysfonctionnement de l'État, et lui on dit j'en veux plus, l'État marche pas, je n'en veux plus. Enfin, c'est pas Milei, hein, Koenig est absolument brillant, mais je veux dire c'est voilà. Alors que moi, plutôt là au côté, on a absolument besoin de reconstruire. Mais donc disons que c'est très en silo. Il n'y a personne aujourd'hui qui porte cette vision systémique, et comme c'est un problème de système, on ne peut y parvenir que si on arrive à faire un diagnostic au niveau du système et à apporter des résultats au niveau du système. Je pense qu'il peut y avoir des incarnations, mais aujourd'hui, les hommes politiques eux-mêmes sont très demandeurs d'idées, parce que les partis politiques sont fragilisés dans le rôle de production d'idées, parce qu'ils sont globalement appauvris, parce que pour percer en politique aujourd'hui, il faut de plus en plus de moyens, et ces moyens viennent à un coût, qui est le fait de défendre certaines positions qui sont liées aux personnes qui peuvent financer. Et donc c'est pour ça que c'est important de reconstruire des structures qui peuvent permettre à une incarnation politique de prendre ce discours-là dans son ensemble, parce que sinon c'est très sectoriel. François Ruffin est très bien sur l'hôpital public, par exemple, en gérant sur les services publics. Donc c'est très aujourd'hui c'est en silo, et je pense pas qu'on pourra régler les problèmes en silo. Et ça d'ailleurs c'est un point que j'ai voulu apporter dans mon livre, c'est que il y a beaucoup de livres écrits sur ces questions de l'État, mais chacun alerte sur l'effondrement de son propre domaine. Les profs sur l'école, les psychiatres sur la psychiatrie, les ingénieurs sur la capacité d'ingénierie française. Je pense que c'est lié à un mouvement d'ensemble, et tant qu'on n'arrive pas à apporter une vision qui est liée à ce mouvement d'ensemble, ça ne fonctionnera pas. J'ai trouvé l'échange très intéressant, très constructif, tant l'invité que les questions. J'ajouterais peut-être, parce qu'à la fin, on a parlé assez rapidement des points d'espoir, si vous voulez, et je pense que c'est très important, surtout dans cette époque-là, et surtout quand on dresse ce niveau de diagnostic. Je dirais que, plus fondamentalement, il y en a à voir en France, parce que la France est plutôt bien positionnée pour reconstruire son État. On a cette chance immense qu'en France, on a un héritage étatique qui est très fort, et donc notre modèle est plus à ranimer qu'à reconstruire de zéro. Bien que la débâcle soit rapide, on a cette chance, contrairement à d'autres pays qui doivent vraiment reconstruire un État, et il y en a dans le monde, et ça prend des décennies. Nous, on a surtout à se focaliser à nouveau sur nos forces, à ranimer nos forces vives, à parier sur nos principaux atouts, et je pense que ça peut se faire plutôt en quelques années qu'en des décennies. Pour rebondir sur ce qu'a dit Maroun, j'ai eu la surprise d'être contacté par deux partis politiques en construction, non pas des partis politiques existants, deux partis politiques en construction, et qui cherchent justement, qui font le constat que nous faisons, le constat commun, le constat que énormément de gens peuvent faire en France. Et à partir de là, ils m'ont demandé de rentrer dans leur comité directeur. Bon, je ne crois pas à la solution des partis, donc j'ai décliné. Par contre, bon, je leur ai proposé effectivement si je pouvais écrire ou proposer des idées par moment, être disponible. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai pu mesurer aussi la fin impressionnante au vu. Alors, tu évoquais le nombre de messages ou de rencontres que tu as pu faire suite à ton livre. De façon semblable, moi j'ai reçu des centaines de messages de gens qui partagent le même constat et qui disent « mais merci de l'avoir dit, merci de l'avoir écrit, je le pense aussi,
je me sens plus seul. Et ça crée, et je le vois aussi sur les réseaux publics, sur les réseaux pas publics, les réseaux sociaux. Je suis présent sur Twitter parce que je trouve que c'est une des dernières plateformes de liberté. Et je découvre aussi tout un tas de personnalités qui ont envie de s'investir, de s'engager. Et ça sera peut-être la note optimiste et positive du débat, en tout cas la mienne, parce que je pense qu'il y a cette fin de s'engager va peut-être produire une certaine pression sur le système dont on parle pour qu'il trouve un intérêt à se modifier. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Discuter avec Maroun Edé, c'est effectivement passionnant puisqu'il a une connaissance très profonde du fonctionnement de l'État, à la fois aujourd'hui mais aussi dans le temps. Ce sont deux approches complètement différentes que nous avons. Moi, j'avais une approche plutôt observation psychologique, état d'esprit des individus que j'ai pu côtoyer. Lui, il a une approche beaucoup plus d'enquête et puis systémique, donc une approche très profonde. Si j'avais une baguette magique et je pouvais vous mettre dans un métier ou à la tête d'une partie de l'État, ça peut même aller jusqu'à président, hein, vous en faites ce que vous voulez, et que en cette position, vous pouvez faire une seule chose, ça serait quel job et quelle chose? Question très difficile. Moi, comme ça, sans réfléchir, je dirais ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur et commencer à changer fondamentalement au niveau de l'école et de l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le combat se joue en grande partie là, dans les deux sens. Si jamais on rate cette partie-là, de toute façon, toute notre discussion n'a pas d'importance, s'il y a des générations entières qu'on n'arrive pas à éduquer correctement, tant civiquement qu'en termes de compétences, le pays va s'effondrer d'un coup. Et aussi parce que je pense vraiment qu'on peut réancrer une partie des élites, d'autant plus qu'il y a une demande de la part des jeunes, mais que ça nécessite des changements de fond dans la façon de fonctionner au niveau de l'enseignement supérieur, depuis l'université jusqu'aux grandes écoles. Et donc pour moi, une des mères des batailles se situe à ce niveau-là, et elle est d'autant plus importante qu'elle est aujourd'hui largement désertée ou ignorée. Super intéressant, merci. Pour ma part, ça serait une mission tête brûlée. N'ayant aucune ambition politique, je m'attaquerai au corporatisme, car je crois que c'est aussi une autre mère des batailles. On va dire une mère, une tante des batailles, on va dire à ce moment-là. Parce que je pense qu'on a là une des causes absolument majeures à la fois de la dégénérescence de l'État que nous observons aujourd'hui.